Bonjour française, bonjour français, bonjour plus précisément aux élèves de 4e, aux élèves de 4e B, D et E auxquels s'adresse cette vidéo. Je vous parle en ce dimanche 30 mars, donc demain vous la verrez, on sera le lundi 31 mars. Avant de vous parler du tourisme, qui est votre prochain chapitre à faire en autonomie à la maison, juste je vous précise que l'évaluation de ce chapitre des migrants que vous êtes en train de terminer et l'évaluation du chapitre sur le tourisme que vous allez faire après sera la même évaluation et ce sera un développement construit à me rendre. Je l'annoncerai dans la fiche de consigne du lundi 6 avril, d'accord? Donc elle sera à rendre automatiquement du coup pour le lundi 13 avril. Ce sera comme pour le développement construit sur la révolution deuxième partie, un document Word à m'envoyer par mail. Donc, chapitre 4, le tourisme et ses espaces. Pourquoi le tourisme? Parce que c'est la deuxième mobilité humaine aujourd'hui dans le monde, avec les migrations, la mondialisation. Je rappelle que c'est une mise en relation des différentes parties du monde à travers les échanges et les mobilités humaines. Donc on s'occupe des mobilités humaines, on s'en occupe depuis le chapitre sur les migrants et on continue avec ce chapitre sur le tourisme. Donc dans cette vidéo je vais juste rapidement présenter le tourisme, son histoire, et puis ensuite je vais vous accompagner, je vais vous guider un petit peu dans le chapitre que vous allez effectuer, puisqu'on va s'intéresser au cas de Bali. Donc Bali, c'est une île en Indonésie, vous connaissez peut-être des gens qui y sont déjà allés. On va s'intéresser un petit peu au tourisme à Bali. Donc d'abord, le tourisme. Le tourisme, au sens étymologique du terme, c'est faire un tour. Ça veut dire que contrairement aux migrants qui partent d'un point A à un point B pour s'installer dans le point B, le tourisme fait un tour. Ça veut dire qu'il va au point B en partant du point A, mais il revient au point A. Donc ça veut dire qu'il va visiter un pays, il va visiter la culture d'un pays, il va faire des loisirs, etc. Mais en tout cas, il revient chez lui après. Alors que le migrant va s'installer définitivement. Le touriste, lui, c'est un voyage qui est temporaire. Alors, le tourisme, c'est quand même une pratique qui est assez récente dans l'histoire du monde. Au XVIIIe siècle, c'était les aristocrates, donc c'était la noblesse que vous connaissez bien. D'accord, vous êtes en 4e, donc vous savez que la noblesse au XVIIIe siècle a le pouvoir, même si c'est la bourgeoisie qui s'enrichit. C'est cette noblesse qui va donc voyager, donc c'était des aristocrates anglais au début, et ça s'appelait des voyages initiatiques, donc ça veut dire c'était des aristocrates passionnés d'histoire qui allaient à Rome, qui allaient à Athènes, pour un petit peu aller emprunter les lieux, les grands lieux d'histoire, le Parthénon en Grèce, le Colisée à Rome, bref. On continue et au XIXe siècle, le tourisme est pratiqué par la bourgeoisie qui a pris le pouvoir en France, qui s'enrichit avec la révolution industrielle qui arrive au XIXe siècle et qu'on va étudier au prochain chapitre d'histoire. Et donc c'est cette bourgeoisie qui va également faire des voyages à visée historique encore. Cette fois ils vont aller plus loin, ils vont pouvoir aller en Égypte grâce à une invention qui s'appelle le bateau à vapeur. Et puis il va y avoir une date clé, c'est la date de 1936. Donc on bascule au XXe siècle, 18e, 19e, 20e siècle. Et au XXe siècle apparaît une date, 1936, avec les congés payés. Alors les congés payés, pour faire simple, c'est on est en vacances, mais on est payé quand même. Les congés payés en 1936 va faire que le tourisme va s'élargir. Tout le monde va pouvoir faire du tourisme. Tout le monde va pouvoir aller dans un pays pour le visiter. Et ça va tout changer. Ça va faire que le tourisme va se démocratiser et que tout le monde va pouvoir un petit peu faire du tourisme. Tout le monde, pas tout à fait, mais quand même. Une grande partie de la population, notamment en France, une grande partie de la population française peut faire du tourisme, même si on pense aux nombreuses personnes qui ne peuvent toujours pas partir en vacances. Dans ce cadre-là, on arrive au XXIe siècle, on arrive aujourd'hui, en 2020, dans un tourisme qu'on appelle un tourisme de masse. Ça veut dire que c'est un tourisme qui concerne une grande partie de la population.
Le mot masse, vous le connaissez, à chaque fois qu'il est là, ça veut dire que ça concerne une grande partie de la population. La levée en masse, c'était un service militaire, une réquisition de beaucoup de Français pour la guerre contre l'Autriche et la Prusse à partir de 1792. Donc là, le tourisme de masse, c'est un tourisme qui concerne de plus en plus de personnes. On va étudier un cas, c'est le tourisme de masse à Bali. Bali, c'est une province d'un pays qui s'appelle l'Indonésie. L'Indonésie, c'est un pays d'Asie du Sud-Est. C'est le pays qui abrite le plus grand nombre de musulmans au monde aujourd'hui. Sauf que Bali est la seule province d'Indonésie qui n'est pas musulmane, elle est hindouiste. Alors l'hindouisme, c'est une religion polythéiste dans laquelle on croit à la réincarnation par des actes bons ou mauvais, d'accord, et qui vont guider la réincarnation. Et le but, c'est de briser le cycle de la réincarnation pour atteindre le nirvana. Donc, si je parle de la religion hindouiste à Bali, c'est parce qu'elle a une importance dans le tourisme à Bali, notamment à travers la visite de temples. Okay. Donc, dans un premier temps, le mardi 31 mars, vous allez voir pourquoi Bali attire les touristes. Et vous allez le voir à travers une vidéo dans laquelle vous allez devoir faire la différence entre les avantages culturels de l'île de Bali et les avantages naturels de l'île de Bali. Autrement dit, quels sont les avantages culturels qui font que Bali attire de nombreux touristes, 6 millions par an environ, alors qu'il n'y a que 4 millions d'habitants à Bali. Donc quels sont les avantages culturels et quels sont les avantages naturels? Pour vous aider, la différence entre un avantage naturel et culturel, c'est que l'avantage naturel n'est pas un avantage qui a été créé par l'homme. D'accord? Par exemple, à Bali, un temple hindou, c'est un avantage culturel, parce que ça a été créé par l'homme. Une montagne, c'est un avantage naturel, parce que ça n'a pas été créé par l'homme. C'est naturel et pas artificiel. Alors il y aura une difficulté, c'est au niveau des rizières. Les rizières, ce qui sert à la riziculture, la culture du riz. Si vous le mettez dans les avantages naturels, vous avez juste. Si vous le mettez dans les avantages culturels, vous avez juste également. Parce que en même temps c'est un champ, mais c'est un champ aussi qui a été aménagé par l'homme pour nourrir une grande partie de la population asiatique aujourd'hui. Jeudi, vous allez voir que ce tourisme de masse à Bali n'a pas que des avantages, il a aussi des conséquences. Il a des conséquences, on va dire, tristes, on va dire, malheureuses. Pourquoi? Parce que à Bali, d'abord, le tourisme de masse a une conséquence environnementale. On détruit 700 hectares de rizières chaque année pour construire des hôtels de luxe. Autre chose, une chambre d'hôtel à Bali consomme 400 litres d'eau par jour, ce qui fait que des agriculteurs n'ont pas assez d'eau dans les nappes phréatiques pour nourrir leurs rizières. Donc ça commence à être un peu catastrophique de ce point de vue-là. Alors évidemment, sur les photos, les cartes postales, on ne voit pas ça. On ne voit pas la consommation d'eau des chambres d'hôtel, on ne voit pas les ordures ménagères qui sont déversées dans les quartiers pauvres de Bali. Et pareil, on ne nous dit pas effectivement que pour construire les hôtels, on détruit des rizières, mais c'est le cas. Il y a également un problème, une conséquence culturelle à Bali, et vous le verrez dans l'étude de texte, c'est que des jeunes balinais sont de plus en plus attirés par le mode de vie occidental qui est apporté par les touristes, australiens, français, anglais, américains, etc. Donc un jeune balinais aujourd'hui, il veut moins récupérer la ferme de son grand-père que d'aller être manager dans un hôtel. Donc ça aussi c'est une conséquence culturelle. Donc vous étudierez ici 2 textes et ici une vidéo. Donc là grâce aux 2 textes, il va bien falloir voir les conséquences environnementales et les conséquences culturelles du tourisme de masse à Bali. 6 millions de touristes par an, 4 millions d'habitants. Donc il y a plus de touristes par an qui viennent à Bali que d'habitants. Et enfin, le lundi 6 avril, vous allez devoir corriger le planisphère que vous aurez étudié
pour ce lundi 6 avril, dans lequel vous aurez étudié le tourisme, mais à l'échelle mondiale. Vous savez qu'en géographie, généralement, on étudie d'abord un cas, d'accord? Donc avec notre appareil photo, on zoome, et dans un dernier temps, on dézoome pour voir ce qui se passe à l'échelle mondiale. Donc là, vous allez voir qui sont par exemple les pays desquels partent les touristes et quels sont les pays qui accueillent le plus de touristes. C'est votre mission ici. Enfin, le lundi 6 avril, j'annoncerai le développement construit pour le lundi 13 avril, que vous aurez à me rendre de la même manière que pour le développement construit sur la Révolution, par mail, par document OpenOffice ou LibreOffice, et qui va concerner le chapitre sur le tourisme et le chapitre sur les migrants. Donc je vais vous poser un sujet et il va falloir me rendre un développement construit qui va répondre à ce sujet. S'il ne répond pas au sujet, c'est hors sujet, donc vous n'aurez pas réussi. Il me reste à vous souhaiter un bon lundi, une bonne semaine, plus généralement. Nourrissez-vous bien, portez-vous bien. Moi, ça me fait du bien de faire des vidéos comme ça parce que du coup, je suis un petit peu en contact avec vous indirectement et ça fait du bien dans ces périodes de confinement. Donc, je vous souhaite que du bon. À bientôt!